Ce petit livre que j'ai coécrit avec Richard Verly. Richard Verly est un journaliste suisse. Il est correspondant à Paris et à Bruxelles du quotidien francophone Le Temps. Il vient de gagner très récemment d'ailleurs le prix Jean Dumur du meilleur journaliste suisse. C'est une sorte de prix Albert Londres. Et notre collaboration a été assez étroite puisque il est également le fondateur de la collection dans lequel ce petit livre sur l'Europe, donc Rallumer les étoiles s'inscrit, qui est la collection L'âme des peuples qu'il a créée en 2008. Cette collection a été créée justement précisément après la grande crise financière de 2008 qui a secoué le monde entier et l'Europe pour présenter les différents pays à travers leurs particularités, l'âme de ces peuples. Et les premiers ouvrages étaient des ouvrages sur l'Allemagne, l'Espagne et ainsi de suite. Toute une série de pays européens ont été faits et il manquait l'Europe. Alors, l'Europe a-t-elle une âme? C'est un sujet très difficile parce que l'Europe est par nature composite, plurielle, parfois même adverse dans les relations entre ces pays. Et en même temps, si l'Europe n'a pas une identité commune, on a souvent parlé de la chrétienté comme unité de l'Europe. C'est plus le cas aujourd'hui à travers la diversité religieuse qui l'habite, mais aussi le fait que très tôt le christianisme a commencé à subir des schismes. Et c'est vrai que l'Europe qui est celle à dominante catholique, ou celle qui est à dominante réformiste ou protestante, ou celle qui est à dominante orthodoxe, cultive des diversités importantes. Et d'ailleurs, très tôt, dès la fin du 5e siècle, l'empereur Maximilien Ier refusait de parler des chrétiens pour parler des habitants de l'Europe. Et c'est ainsi qu'il s'est tourné vers l'histoire, et notamment les historiens et les géographes grecs, pour qualifier d'Européens les habitants de l'Europe. Alors, ont-ils une identité commune? On se l'est souvent posé, et c'est la question qui est un peu au cœur de ce petit essai, qui parle bien sûr de l'Union européenne telle qu'elle est, mais qui parle surtout de tout ce qui s'est construit antérieurement dans l'histoire de ce continent, pour arriver à un constat, c'est que même si nous connaissons assez mal les autres Européens, parce que finalement, en Europe, nous ne sommes pas aussi mobiles que comme dans un pays tel que les États-Unis ou le Canada, où les gens circulent beaucoup d'un État ou d'une province à l'autre. Il n'empêche que quand on revient d'un long séjour à l'étranger, si vous avez vécu expatrié pendant 3 ans en Afrique ou en Asie, que vous revenez en Europe, mais pas dans votre pays d'origine, mais dans une autre capitale, vous savez immédiatement que vous êtes en Europe. Pas simplement parce qu'il y a un visa Schengen, pas simplement parce qu'il y a l'euro, mais simplement parce que l'organisation des villes, nos villes sont empreintes de culture. Nous sommes dans un continent où la trace humaine dans tout, y compris les paysages naturels, est extrêmement forte. Et par ailleurs, l'Europe est une grande péninsule faite d'isthmes, de sous-péninsules, de sous-continents qui font que nous avons une surface côtière qui est immense. Aujourd'hui, plus de la moitié des habitants de l'Union européenne habitent à moins de 50 kilomètres d'un rivage. Et naturellement, ça fait que cette Europe, pas toute l'Europe, mais une grande partie de l'Europe est tournée vers la mer, elle est tournée vers la pêche, mais surtout vers le commerce, puisque le grand commerce s'est surtout développé à travers la navigation, d'abord de cabotage et ensuite par la navigation transatlantique ou transocéanique. Et ça a donné cette identité à l'Europe qui est commune, qui fait que partout dans l'Europe, un pêcheur connaît un autre pêcheur, un commerçant a eu un comptoir ou des relations avec un autre port d'Europe, qu'il soit de la Baltique ou de la Méditerranée. Et je crois que ce sont des fils conducteurs qui font qu'il n'y a pas un fil unique de l'identité européenne, mais notre histoire a été traversée par des ligues, des associations qui étaient transnationales, que nous avons oubliées dans le récit, derrière les récits de conflits d'État et État, de guerres intestines. On a eu des relations extrêmement importantes. Et vous vous promenez aujourd'hui dans une ville comme Budapest, vous êtes marqué naturellement par l'architecture, le style austro-hongrois, mais il y a une marque par exemple du Jugendstil qui n'est autre que l'Art nouveau. Il y a des vestiges de la Renaissance qui a traversé
pratiquement tout le continent à la fin du Moyen Âge. Et puis, même dans les rues de Budapest, dans les grandes avenues, dans la partie peste de la ville, de l'autre côté du Danube, il y a une inspiration qu'on pourrait qualifier d'haussmannienne dans les grandes rues. Et tout ça, cet univers, ce décor historique dans lequel nous vivons, fait que l'Europe est peut-être le pays où les métropoles, les villes ont joué le rôle le plus important. Nous avons une densité de villes importante avec leur maillage, leurs relations entre elles, leurs relations avec leur arrière-pays, qui sont constitutifs de la façon de s'organiser, de penser. Tout le droit positif, tout le droit de progrès, celui des libertés, s'est constitué dans les villes. D'abord dans les villes de la Ligue hanséatique, dès le XIIe, XIIIe siècle, Ligue hanséatique qui couvrait tous les pays autour de la Baltique et ensuite autour de la mer du Nord, mais qui avait des relations aussi avec les villes marchandes de Lombardie ou de la Vénétie. D'ailleurs, il est intéressant de voir que les marchés de la Bourgogne ou de la Champagne, une ville comme Troyes, était un lien historique d'échange entre l'Europe du Nord et cette Europe du Sud commerçante. Tout ça, toutes ces grandes voies, il y a une Europe des voies romaines, mais il y a une Europe aussi des trains, une densité ferroviaire incroyable au XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui fait que d'une certaine manière, il était peut-être plus facile à l'époque de circuler d'une ville à une autre qu'aujourd'hui où on est dépendant de correspondances, de lignes aériennes et de réseaux autoroutiers pas toujours très bien connectés. Eh bien, cette Europe, elle s'est construite à travers la mobilité, les communications entre différents États. Et malgré la diversité des langues, qui fait aussi la richesse de ce continent, nous avons une forme de partage, de mise en commun de processus culturels et historiques entre nos différents pays. Et je crois que la question culturelle aujourd'hui est au cœur de l'Europe que nous voulons construire demain. Finalement, avec l'Union européenne ou des institutions comme le Conseil de l'Europe, nous avons créé des institutions européennes. Mais il manque encore beaucoup de place aux Européens, aux citoyens eux-mêmes. Nous avons été plutôt défaillants dans la construction des Européens parce que notre éducation, nos systèmes éducatifs sont nationaux. Au niveau du budget européen, les politiques de la culture ne représentent que 0,06% d'un budget européen qui est d'ailleurs relativement limité. Et tout ça a entravé la connaissance de nos ressemblances et accentué nos différences à travers des récits nationaux où en France on glorifie la France, en Italie on glorifie l'Italie, en Hongrie plus encore qu'ailleurs on glorifie une partie de l'histoire hongroise en oubliant que nous avons à des moments ou à un autre appartenu à des communautés d'États qui dépassaient largement nos frontières. C'est ça la manière peut-être demain de, je dirais, rallumer les étoiles, c'est de redonner toute cette valeur à ces histoires interculturelles que nous avons depuis des siècles entre nous pour construire des Européens et enfin peut-être construire une Europe qui soit plus intégrée, plus forte, plus souveraine et plus capable peut-être de résister aux tensions qui se font jour dans ce monde, notamment la montée en puissance de certaines régions du monde comme la Chine, qui vont concurrencer de plus en plus sur le plan économique, diplomatique, culturel, la civilisation européenne. Eh bien, c'est en retrouvant finalement nos origines communes et notre diversité que nous pourrons appréhender dans un mode non pas impérial, mais dans un mode démocratique, la compétition de demain dans un monde rendu sans doute plus concurrent, plus âpre et peut-être plus difficile.